Vincent Cespedes, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et votre marque de fabrique, si j'ose dire, c'est d'intervenir beaucoup dans les organisations, de militer pour une philosophie sinon accessible, au moins populaire, de l'écologie au digital. Vous vous intéressez aux enjeux du monde contemporain. La relation client en fait partie. On l'étend même maintenant à la notion d'expérience client, autrement dit un consommateur, voire un collaborateur qu'on bichonne de A à Z. Est-ce que vous voyez dans tout ça un simple affichage marketing ou bien un mouvement sociétal plus profond ? Il y a un mouvement d'entrée de jeu, on peut dire, parce que le consommateur commence à critiquer l'acte même de consommer. Le consommateur est entré autour des années 90 dans une phase autocritique. On était à l'époque dans ce qu'on pouvait qualifier de post-modernisme, voire même d'hypermodernité. Et donc c'était vraiment le citoyen consommateur esselé dans une compétition extrême les uns avec les autres. Et on est entré en 2008 environ dans la cybermodernité, c'est-à-dire une modernité où ce n'est plus l'individualisme, mais c'est le partage qui prime. Les réseaux sociaux sont là, on communique, on échange, on veut s'informer, l'accès à la connaissance circule. Et dans cette phase-là, il y a vraiment une autocritique de plus en plus de la part des consommateurs qui se disent pouvoir influencer la politique, les comportements, la société. Et dans cette phase-là, le consommateur refuse les manipulations grand-papa et la façon un peu de l'induire par la publicité et d'autres canaux sur des choix qu'il n'aurait pas vraiment décidés. Et donc cette méfiance du consommateur qui veut redevenir un citoyen, eh bien, induit un dialogue avec lui tout à fait différent de la part notamment des entreprises. 2008, quelque chose à voir avec la crise ? 2008, c'est quoi? C'est l'invention du nudge, c'est l'invention c'est la démocratisation des réseaux sociaux, du web 2.0. Facebook se démocratise, Twitter se démocratise, et 2008 c'est cette idée où finalement, je crois que d'ailleurs c'est vraiment l'idée que l'internaute devient, je crois que c'est le Times ou autre, qui a décerné un prix à l'internaute pour sa participation au débat d'idées, pour être un acteur important. Donc 2008, c'est l'émergence de la cybermodernité selon moi, et cette digitalisation qui maintenant touche tous les domaines commence véritablement à partir de 2008. Alors le consommateur est critique et en même temps il n'a jamais autant consommé, il n'a jamais été autant sur Internet, il est un peu paradoxal quand même. Oui, c'est paradoxal, le consommateur veut effectivement profiter de ce qui est autour de lui, mais la conscience critique ne fait qu'augmenter. Avec la crise des Gilets jaunes, on voit qu'elle explose, et elle explose mondialement, avec très peu d'individus. Et on voit avec la jeunesse, toute la nouvelle génération qui arrive, qui refuse d'entrer dans la case du consommateur modèle et qui veut s'interroger sur les implications de ses choix et sur la possible manipulation dont elle peut être l'objet. Alors les marques, elles ont bien compris cette contradiction et on voit émerger en effet la notion de nudge marketing qui consiste donc à influencer, on va dire en résumé, le comportement du consommateur sans utiliser la contrainte. Elle est beaucoup utilisée dans un cercle vertueux, en faveur de l'environnement par exemple, etc. Mais évidemment, ça peut être aussi pour stimuler un acte d'achat, c'est tout l'enjeu. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir de la manipulation vertueuse ? Le nudge, c'est de la manipulation puissance 2. C'est-à-dire que le manipulateur ne comprend même pas qu'il est manipulé lui-même, ce qui est quand même formidable. La manipulation puissance 2, c'est que le manipulateur, ça s'appelle l'incitation douce et ça a toujours existé dans le commerce. De vue à la télé sur les étiquettes en passant par élu produit de l'année depuis 1987 par Christian Lebret qui a mis ça en place, c'est du nudge. Parmentier qui nous fait manger des patates parce qu'il les fait protéger par des gardes royaux le jour et la nuit, du coup on commence à s'habituer à ce tubercule nouveau qui lutte contre la famine, donc c'est pour le bien. C'est du nudge également. Donc c'est du nudge complet et en le sachant. Ne nous fions pas au mot anglo-saxon qui tous les 5 ans nous montre de nouvelles marques sur des comportements qui existent, comportements aussi de relations clients qui existent. Fondamentalement, le nudge est une manipulation, mais celui qui va nudger ne sait même pas pourquoi finalement il juge que ça va dans le sens du bien. Des exemples très simples, le nudge pour l'écologie.
hein. Vous allez avoir une douche verte, c'est-à-dire qu'à partir de tant de minutes, la douche devient verte. Ça vous incite doucement à arrêter votre douche pour ne pas dépenser de l'eau. Et on se dit, on va sauver la planète avec ça. On sait bien que ça ne pourra jamais sauver la planète. Et donc, on sait bien que l'idéologie qui consiste à faire des petits gestes pour préserver la planète est elle-même une manipulation. Et on sait bien que pour changer la planète, il faut changer le système de productivisme dégénéré industriel. Ça, on ne veut pas y toucher. Le nudge est une façon de traiter les problèmes de communication et d'influence sans passer par la case politique et la case d'une vision systémique qui voit pourquoi tel et tel comportement existe. Le principe même du nudge, c'est l'irrationalité de l'être humain. C'est un principe anglo-saxon qui désespère de la nature humaine, qui est à l'opposé du principe français. Parce que le principe français, dans la philosophie française, il y a profondément cette notion que le cerveau humain, l'être humain est rationnel, pour peu qu'on ait une vision globale de l'éducation d'un enfant, du conditionnement d'un individu. Et pour ça, il faut avoir une vision systémique. C'est cette vision que le nudge met de côté, privilégiant le comportement individuel et l'influence assez paternaliste. D'accord, alors ça m'amène à une petite question clin d'œil, on va dire, pour finir. Sur les réseaux sociaux, vous vous montrez plutôt assez favorable au mouvement des Gilets jaunes qui a lieu en ce moment. D'après vous, qu'est-ce que ce mouvement nous apprend du client ou du consommateur d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il porte un gilet jaune, le consommateur d'aujourd'hui ? Évidemment, il porte un gilet jaune pour les biens qui ne sont pas des biens de luxe, les biens qui sont des biens alimentaires, qui sont des biens de marque, parce que les gilets jaunes sont manipulés aussi comme tout le monde, et voilà. Mais il y a quand même un ras-le-bol, c'est le mot qui revient, et l'envie de décliner sa vie, son existence, avec ce qu'ils appellent eux-mêmes du pouvoir vivre et pas du pouvoir d'achat. Et c'est ça qui m'intéresse dans ce mouvement. C'est que la critique porte beaucoup plus loin qu'une critique financière d'individus précarisés qui se sentent opprimés, exploités et qui se révoltent. Et c'est pour ça que c'est très peu récupérable par les syndicats venant de la modernité qui ne sont pas encore cybermodernes. On a affaire à un mouvement qui est en train de se chercher et qui comprend qu'il ne va pas se satisfaire de mesures financières, mais qu'il s'agit de remettre en question un tout petit peu la société. Et en ce sens, je crois qu'il y a une prise de conscience fluorescente, extrêmement contagieuse, y compris par tous les Français qui approuvent ce mouvement sans en être. Et je crois vraiment que là, on a quelque chose d'essence philosophique derrière la contestation et le bordel que ça peut engendrer. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Grand plaisir. Merci.